Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation des grimpeurs, des favoris pour le classement général de ce Tour d'Italie. On va revenir un petit peu sur les différents favoris. On va les classer entre les archi-favoris, les outsiders, les équipes qui n'ont pas de coureurs pour ce classement général. On fera un petit tour de tout ça et puis on fera une vidéo pour les grimpeurs. Il y aura une deuxième vidéo dans 2 heures peut-être au niveau de la mise en ligne pour les sprinters. Demain, présentation de l'étape numéro 1 à 7 heures. Puis ça sera le cas pendant toutes ces 3 semaines. Par contre, je vous précise bien, par contre, les débriefs sur les premiers jours pourraient arriver avec du retard. Donc vous inquiétez pas, il y aura tous les débriefs, mais ils arriveront parfois avec un décalage. Parfois, il y aura la présentation de l'étape numéro 2 qui arrivera peut-être avant le débrief de l'étape numéro 1. Mais tout simplement parce que je ne suis pas chez moi. Voilà, je reviens la semaine prochaine. Donc, pour les premiers jours de course, notamment tout ce départ en Albanie, il y aura des petits décalages. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris à vous. Tiens, vos 3-4 favoris, vos 2-3 grosses cotes pour le classement général du côté des grimpeurs. Et puis, on va commencer tout de suite cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez les moyens, seulement si vous avez les moyens, à faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires. Puis, vous pouvez mettre la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment du côté de ce Giro. Et comme ça, vous serez au courant à quelle heure sortent les différentes vidéos. Eh bien, on commence tout de suite avec les favoris. Alors, j'ai classé les coureurs dans plusieurs catégories. On a notamment les favoris, vous avez les coureurs, enfin les équipes qui n'ont pas de leader, les outsiders, voilà, qui sont donc des coureurs qui ne sont pas forcément archi favoris mais qui peuvent faire un bon résultat. Les surprises, c'est-à-dire les coureurs où je me dis, tiens, il peut peut-être se passer une bonne chose sur ces 3 semaines du côté du classement général. Les hommes invisibles, j'y crois pas vraiment du côté du classement général. Et puis les équipes où là, il n'y a vraiment aucun leader pour le classement général, même si on gratte un petit peu dans l'effectif, dans la composition de ces formations, on ne voit réellement pas de leader pour le classement général. On commence par les favoris, c'est-à-dire les coureurs où on pense qu'ils vont faire un bon classement. Forcément, j'en ai noté 3 équipes du côté de ces favoris. Je commence avec Primož Roglič. Oui, globalement, Primož Roglič, très très belle équipe au départ, en plus du côté de la Red Bull Bora, avec notamment Giovanni Aleotti, Nico Denz. Vous voyez un ancien vainqueur de la course, Jane Lay, un ancien coureur qui a fini sur le podium, Daniel Felipe Martinez. Donc là, c'est quand même pas n'importe quoi. Giulio Pellizzari, la révélation du dernier Giro. On rajoute à ça Jan Tratnik qui reste un très bon équipier, même si son début de saison a été compliqué, notamment la campagne des Flandriennes où il a été assez absent. Nico Denz, toujours là pour faire le boulot. On se souvient de ses capacités qu'il avait du côté de Decathlon AG2R pour faire vraiment le porteur d'eau. Gianni Moscon, là aussi, chez Ineos. Il a souvent fait ça, ce job de porteur d'eau, de protéger les leaders sur le plat. Sur le papier, c'est une équipe un minimum solide. Le seul manque, c'est Vlasov, Lipovic. Mais bon, Lipovic maintenant est presque un leader. Et Vlasov qui n'est pas au départ. Mais quand on regarde la formation Red Bull Bora Hansgrohe, on se dit Jane Lay, qui a toujours un niveau intéressant. Martinez, même s'il a repris très tard cette année, Martinez, il a fait une reprise assez tardive. Ça reste là du solide. Primož Roglič a les hommes pour l'aider à aller chercher un deuxième Tour d'Italie. En plus, face à lui, ni Pogačar, ni Vingegaard. Ça aide quand même grandement pour aller chercher un grand tour. Ni Remco Evenepoel autour de Primož Roglič. Donc, techniquement, il n'y a que chez UAE, on a des adversaires de son calibre potentiellement et un 3e coureur dont on parlera derrière, enfin un 4e coureur précisément. Mais du côté de Primož Roglič,
quand on regarde le début de saison de Primoz Roglic, on se dit il n'y a pas vraiment d'opposition qui peuvent vraiment le gêner sur cette course parce que Primoz Roglic, eh bien, c'est en début de saison la victoire sur le Tour de Catalogne, une victoire assez probante dans ce duel avec Ayuso. Il y a déjà eu un duel entre les deux, c'était presque les prémices potentiellement de ce Tour d'Italie. Sur le Tour de l'Algarve, ça avait été plus compliqué, mais c'est vrai que son Tour de Catalogne, je l'avais trouvé très intéressant, notamment sa victoire à Barcelone, où il avait écœuré Juan Ayuso sur cette étape-là. Alors oui, il n'a pas couru depuis plus d'un mois, mais c'est le cas de pas mal de coureurs qui ont pas fait forcément le Tour du Pays Basque. Lui, il n'a pas fait le Tour de Romandie ni le Tour des Alpes. Le Tour de Romandie, moi je trouve que c'est toujours une mauvaise idée de le faire avant le Tour d'Italie parce que l'écart entre les deux courses est extrêmement réduit. Si vous tombez malade sur le Tour de Romandie, en gros, votre début de Giro, voire votre Giro complet est foutu. Et juste tomber malade, même pas tomber, juste avoir un rhume ou un truc comme ça peut vous plomber. Le Tour des Alpes, voilà, vous pouvez le faire, le Tour des Alpes. Moi, je trouve que c'est une préparation qui est intéressante, mais c'est vrai que cette année, le parcours, il n'y avait pas forcément d'arrivée au sommet, donc c'est pas forcément un parcours qui convenait énormément à Primoz Roglic. En plus, vu les conditions climatiques qu'on a eues, il y a peut-être quelques coureurs qui sont tombés un petit peu malades, parce que c'est vrai que le Tour des Alpes, au niveau des conditions climatiques, ça a été difficile. Voilà, il a préféré plutôt partir en altitude, en stage, essayer de revenir suffisamment tôt pour être prêt sur ce Tour d'Italie, surtout qu'avec ce départ en Albanie, ça impose une logistique difficile, ça impose d'arriver quand même largement avant, ça imposait quasiment d'arriver lundi pour être bon du côté de l'Albanie et peut-être repérer un petit peu quelques bouts de parcours. Donc voilà, du côté de Primoz Roglic, je pense qu'on sera bien, surtout que je rappelle encore une fois que sur ce Giro, c'est quand même plutôt en deuxième moitié de course qu'on aura la majorité des difficultés, notamment le contre-la-montre à Pise, et puis ensuite les étapes de montagne de la troisième semaine. C'est avec la première partie de course ne conviendra pas forcément aux grimpeurs. Certes, il y a le premier contre-la-montre, mais bon, normalement Primoz Roglic, il doit s'en sortir, surtout vu l'opposition encore une fois qu'il a face à lui également dans cet exercice. Donc je dirais que c'est plutôt intéressant. Et puis oui, moi je le mets parmi mes favoris, déjà quand on regarde la liste de départ de ce Giro, mais aussi parce que ça fait partie des coureurs quand même de talent du peloton. La seule interrogation, Primoz Roglic, il ne faut pas qu'il tombe. C'est toujours le même problème avec Primoz Roglic, mais c'est toujours l'inquiétude, l'incertitude. Quand il tombe pas, en gros, il gagne ou il fait des bons résultats. Par contre, c'est un coureur qui a tendance à beaucoup tomber. Le début de course en Albanie va pas être si facile que ça. On sait que les routes italiennes sont pas toujours extrêmement accueillantes non plus, notamment les traversées de villages sur le Giro. Donc c'est là-dessus où il faudra faire attention du côté de Primoz Roglic. Ça sera la grande interrogation de Primoz Roglic. Mais s'il reste sur ces deux roues, il sera dur à battre, Primoz Roglic. Il sera dur à battre. Et puis peut-être que sa victoire sur le Tour de Catalogne lui permet aussi d'arriver en confiance parce qu'il sait qu'il a peut-être battu l'adversaire numéro 1 qu'il aura face à lui, c'est-à-dire Juan Ayuso. Et ça, c'est quand même très important du côté de Primoz Roglic. On continue du côté des coureurs et on passe à la UAE, Team Emirates. Du côté de la UAE, on a, je pense, un leader principal, c'est Juan Ayuso. Et puis un deuxième coureur au cas où Juan Ayuso serait en difficulté, tombe malade, ne soit pas en grande forme, c'est Adam Yates, le coureur britannique qui a déjà fait notamment 3e du Tour de France. C'était il y a 2 ans. En gros, dans cette équipe-là, là aussi c'est extrêmement solide. Juan Ayuso, c'est du solide. Del Toro, on connaît ses qualités. Le coureur mexicain, même si sur un grand tour, il va falloir trouver le rythme. Maïka, en termes de lieutenant, ça reste très bon. Même si Maïka, on l'a assez peu vu depuis le début d'année. Il sort quand même d'une année 2024 où il avait été très très bon. Maïka, faudra voir s'il y a quand même pas un petit contre-coup. McNulty,
là aussi, on sait que c'est quand même un coureur qui, en tant qu'équipier, t'apporte énormément. La petite interrogation, peut-être, dans cette équipe-là. Bon, déjà Jevine, parce que Jevine est quand même un coureur qui, là aussi, a tendance à tomber régulièrement. Et puis Igor Arrieta, mais qui, je pense, aura un rôle comme Baroncini de porteur d'eau. Par contre, on s'aperçoit quand même que c'est une équipe qui est assez jeune. On a quand même Arrieta, Baroncini, Del Toro. Ce sont trois coureurs qui ne sont pas expérimentés sur les grands tours. Juan Ayuso est aussi assez jeune, même s'il a fait notamment le Tour de France l'an dernier. C'est peut-être ça la difficulté qu'aura la UAE Team Emirates sur cette course. C'est cette jeunesse importante du côté de cette formation. Mais je pense que Rafał Majka saura, avec Adam Yates aussi, sauront tenir tous ces coureurs. Et puis la deuxième interrogation du côté de la UAE, c'est comment vont collaborer Juan Ayuso, Adam Yates. C'est vrai que on se souvient que l'an dernier sur le Tour de France, Adam Yates s'était énervé plusieurs fois sur Juan Ayuso sur cette épreuve-là. Et on sait que ça peut être un petit souci parce que Adam Yates, en début de saison, il avait dit qu'il faisait de ce Giro son objectif principal de la saison et qu'il n'était pas là pour, grosso modo, faire le lieutenant pour Juan Ayuso. Donc c'est là où il va y avoir une interrogation du côté de ces deux coureurs. Comment ils vont collaborer, comment ça va se passer, est-ce qu'ils vont pas trop se tirer dans la patte. Dans les pattes, autre interrogation aussi, c'est qu'on s'aperçoit que depuis le début de saison, UAE, quand il y a Pogačar, ça se passe bien. On va dire qu'en termes de stratégie, ça marche. Il y a une tête devant, c'est Pogačar, et derrière roule. Tout le monde roule pour lui. Quand il n'y a pas Pogačar, on a vu à plusieurs reprises cette équipe se planter complètement en termes de stratégie. Donc là aussi, il faudra faire attention du côté de la UAE. Et puis pour Juan Ayuso, c'est un coureur qui doit faire attention. Vous savez, je dis toujours, c'est le qualif qui va être... c'est un peu is no good, quoi, Juan Ayuso. Et il veut parfois aller un peu trop vite du côté du coureur espagnol. Donc là, il faudra faire attention également là-dessus du côté de Juan Ayuso. Mais UAE, encore un gros collectif, il faudra faire attention. Mais le dernier grand tour où on n'a pas eu Pogačar, ça a été la Vuelta l'an dernier. La Vuelta n'a pas forcément été une réussite du côté de la UAE. Notamment avec un abandon très précoce d'Almeida, ça n'avait pas été facile. Et là, il faut quand même dire que c'est pas Almeida qui est au départ, c'est Juan Ayuso. Et pour le moment sur les grands tours, Juan Ayuso, n'a pas forcément tant de résultats que ça. Donc il faut faire attention du côté du coureur espagnol. Mais quand on voit cette liste des départs, quand on voit quand même l'équipe UAE, on se dit bon. Normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Puis du côté d'Adam Yates, les interrogations, c'est qu'Adam Yates a pas forcément eu de grands résultats depuis le début de saison. Alors, est-ce qu'il a réussi à se refaire la cerise, le coureur britannique? Ça, c'est la grande question du côté d'Adam Yates. Troisième coureur, enfin quatrième, après Ayuso et Yates, c'est Mikel Landa. Mikel Landa, toujours là, et on a l'impression que ce transfert chez Soudal Quick-Step réalisé l'an dernier lui a fait énormément de bien. Ça c'est clair et net, ça a été très intéressant pour lui. Le seul problème du côté de Landa, c'est qu'il aura également Paul Magnier un peu dans les pattes. C'est-à-dire qu'il devra faire avec le sprinter français. Et là, on a un peu partagé l'équipe en deux, on a l'impression. C'est-à-dire qu'on a Lamperti et Tanneter notamment, voire Cataneo, qui auront quand même pour rôle également de travailler pour Paul Magnier. Et puis, il y aura quand même ce travail autour de Landa parce que les dernières sorties de Landa ont été très concluantes de la part du coureur espagnol. Si on regarde depuis qu'il est chez Soudal Quick-Step, très souvent, il est dans le top 10, voire mieux, des grands tours. Et sur le Tour de France, il avait été très performant.
l'an dernier derrière Remco Evenepoel. Alors certes, on va avoir du kilométrage en contre-la-montre, mais je rappelle que le deuxième contre-la-montre, il est à 10 jours de l'arrivée. Donc on sera encore assez loin, on sera qu'à la mi-course au moment du contre-la-montre de Pise. Donc en gros, il y a la capacité de se refaire la cerise. Quand on connaît en ce moment les qualités de Landa, ça peut être très intéressant. Après, il faudra oser du côté de Landa, parce que s'il attend que ça se passe, ça suffira pas, je pense, pour aller chercher Roglic ou pour aller chercher Ayuso. Faudra oser. Et dans ce cas-là, Cataneo aura un rôle important. Et puis, il faudra faire attention au petit Gianmarco Garofoli, très jeune, très très jeune, comme Paul Magnier Lamparty. Ça fait partie des coureurs qui sont très jeunes, mais qui peuvent avoir un rôle intéressant dans cette équipe. Là aussi, James Knox aura un rôle prépondérant avec Cataneo. Les deux seront très importants. Et puis, pas oublier que Paul Magnier est certes sprinter, mais passe bien des bosses aussi, Paul Magnier. Ça peut aider dans le travail si on doit, pourquoi pas, défendre un maillot de leader ou au moins essayer d'aider son leader dans le placement. Et ça peut être très intéressant du côté de l'équipe Soudal Quick-Step. On passe maintenant aux outsiders de la course, c'est-à-dire des coureurs qui sont pas forcément parmi les archi-favoris, mais qui restent quand même des coureurs intéressants. Et on commence avec la EF Education Easy Post, avec ce maillot blanc du côté de la EF. Eh bien oui, je rappelle que l'équipe a un maillot rose habituellement, sauf que avec le maillot du Tour d'Italie, ça fait un petit peu doublon. Alors à une époque, ça ne gênait pas. Je rappelle toujours la Saunier Duval qui avait un maillot jaune, et le Tour de France avait aussi un maillot jaune. C'était un jaune qui était très ressemblant, mais désormais on essaye dans ce genre de cas de changer le maillot. Ça a été le cas. La Visma fait ça également pour le Tour de France. Et donc là, c'est le cas de l'AEF Education Easy Post. Donc avec Carapaz, Casper Asgreen qui sera au départ, Cepeda, Owen Doul Honoré, Darren Rafferty, le jeune Irlandais, James Shaw et Georg Steinhauser. Le leader, c'est Carapaz. Là, très clairement, du côté de cette formation, même si Steinhauser a beaucoup de qualités, Rafferty aussi. Mais ce sont des coureurs qui sont un peu tendres. Cepeda en haute montagne, ça ne sera pas suffisant. Et puis pour les autres coureurs, on aura l'objectif d'aller dans les échappées. Je pense à Asgreen, Honoré et Owen Doul. Voilà, du côté de Carapaz, pas forcément des grands résultats depuis le début de saison. Ça c'est clair et net. Donc c'est un petit peu le problème du côté de Richard Carapaz qui sort d'une saison 2024 qui a été très intéressante. Mais c'est vrai que la saison 2025, pour le moment, ça reste timide. 9e du Tour des Alpes-Maritimes, 10e du Tour de Catalogne. Même s'il est monté, j'irais en puissance un peu en milieu de course. Mais il y a eu l'étape de Barcelone où ça a été un petit peu moins bien. Donc voilà, Carapaz, un début de saison un petit peu timide pour un coureur qui est en fin de contrat du côté de Richard Carapaz et qui voudra faire également le Tour de France. Il essaye de faire le doublé. Donc on verra s'il sera au top de sa condition sur ce Tour d'Italie. Ça sera l'interrogation. Lui, l'ancien vainqueur en 2019 de l'épreuve, qui avait réussi à battre Roglic à l'époque et Nibali. Pour ceux qui s'en souviennent, et Landa aussi, qui était son équipier du côté de la Movistar. Donc ça sera l'interrogation du côté de Richard Carapaz. On sait que les grands tours, c'est un peu la spécialité de Richard Carapaz, et d'animer les grands tours. Et puis lui, il osera. Il va certes perdre du temps sur le contre-la-montre, mais il n'aura pas peur d'attaquer et de partir de loin. Richard Carapaz, parce que c'est comme ça qu'il a gagné le Tour d'Italie en 2019. La question est de savoir est-ce qu'il aura un début de course de qualité, parce que ça a parfois été le problème du côté de Richard Carapaz, c'est-à-dire un début de course où parfois il perd du temps. Notamment, je me rappelle d'une Vuelta où il avait été en difficulté en début de première semaine. Ensuite, il avait déroulé, sauf que le temps qu'il avait perdu en début de course l'avait mis complètement hors jeu du côté du classement général. Donc ça sera l'interrogation du côté du coureur équatorien, Richard Carapaz. Intéressant de voir Cepeda quand même également sur cette semaine, sur ces 3 semaines en tant qu'équipier, mais
Ça me semble encore un peu trop tendre en haute montagne du côté de Cepeda. Son Tour des Alpes a été intéressant du côté de Jefferson. Jefferson Alexander, parce que je rappelle que les deux cousins ont des prénoms non assez proches. Lui aussi équatorien. Cepeda, donc on verra comment ça se passe pour lui. Mais ça me semble peut-être un peu trop léger pour la haute montagne, même si c'est un coureur qui a été performant sur un Tour 2, là, voilà, qui a eu quand même des résultats. Mais voilà, le Tour des Alpes étant pas très montagneux cette année, ça risque peut-être d'être compliqué du côté de Richard Carapaz. Et puis pas de Hugh Carty pour épauler Richard Carapaz. Je pense qu'on a un peu changé les plans en voyant l'état de forme du coureur britannique qui était absolument mauvais. Hein, on va pas se mentir du côté du Tour des Alpes. Même si Hugh Carty, ça fait quand même depuis quelques temps qu'on essaye de retrouver un petit peu le coureur britannique qui a un peu disparu en termes de résultats. On passe à un autre outsider pour cette course, c'est David Gaudu. Alors certains vont dire que je le mets peut-être un petit peu trop haut dans la hiérarchie, parce que c'est vrai que David Gaudu, depuis le début de saison, c'est un petit peu calme, pas mal de pépins physiques du côté de David Gaudu qui l'ont un peu embêté. Ça c'est clair et net, mais une équipe gérée, une équipe Groupama, c'est-à-dire on a fait un peu avec les éléments qu'on avait, à part Stephen Kung qui n'est pas au départ, on a essayé de faire avec le maximum, c'est-à-dire qu'on met Rémi Rochas, on met Quentin Paché, également Sven Eric Bikström, Kevin Geniet, Germany qui a quand même un peu progressé, l'Italien, et puis Clément Davy et Enzo Palini. Est-ce qu'on pouvait faire beaucoup mieux en termes d'équipe sans complètement planter le Tour de France? On sait que Marc Madiot l'a toujours dit, le Tour de France c'est très important pour la Groupama FDJ. Là on met déjà David Gaudu sur le Tour d'Italie. Ce qui, je rappelle, sera une première pour le coureur français. Bon, ça a été un début de saison un petit peu compliqué. Tour de Man intéressant avec notamment une victoire d'étape, un Tirreno Adriatico Strade Bianche où il a abandonné très tôt. Il a fait le Tour de Romandie. Bon, il prend une 30e place, mais c'était mieux, notamment à Action 2000. Puis j'ai envie de dire que parfois on a eu des Dauphinés catastrophiques du côté de David Gaudu et un Tour de France derrière qui n'était pas si mal. Très clairement, il va pas pouvoir rivaliser avec les 4 coureurs que je vous ai cités précédemment. Mais quand on voit la liste de départ qui est pas non plus exceptionnelle, déjà Adam Yates, on sait pas quel niveau il aura en gros, et puis après derrière c'est ouvert. C'est ouvert parce que entre les coureurs qui ont un équipier qui est meilleur qu'eux, je pense par exemple Bernal, je pense également Pellizzari, Daniel Felipe Martinez, tous ces coureurs-là qui devront peut-être bosser pour un leader et forcément perdre du temps. Des coureurs qui ont certes fait des bonnes courses auparavant mais qui sont peut-être un peu trop tôt en forme. Je dirais que Gaudu a quand même sa place. Pour moi, Gaudu a sa place pour faire largement 5e, 6e de ce Tour d'Italie, malgré, encore une fois, un début de saison qui a été difficile. Et pour moi, tout résultat qui sera au-delà de la 8e place sera une déception du côté de David Gaudu. Il faut bien le comprendre. Là, on attend. Il a 27 ans, 28 ans. C'est un peu comme Cosnefroy. C'est quand même des coureurs à qui on a quand même pas mal pardonné des résultats qui n'étaient pas forcément exceptionnels parce qu'on disait ils sont jeunes. Et maintenant, ils sont plus jeunes. 27-28 ans dans le cyclisme moderne, c'est plus jeune. Puis même, ça fait depuis longtemps dans le cyclisme qu'à 27 ou 28 ans, tu n'es plus un jeune débutant. Maintenant, il faut des résultats. Ça a été le cas sur la Vuelta l'an dernier. Ça a été le cas sur le Tour de France en 2022. Mais maintenant, on attend des résultats réguliers de la part de David Gaudu. Et ça va être le travail qu'il va devoir faire sur ce Tour d'Italie, en sachant qu'encore une fois, il a l'avantage d'avoir 44, je crois, km de chrono, de tête 43 ou 44 km de chrono. Donc ça reste
quelque chose qu'il est en capacité de faire et en capacité de perdre peu de temps sur ces chronos-là. Après, l'incertitude, c'est son état de forme du côté du coureur français et une équipe qui n'est absolument pas en mesure de rivaliser avec Red Bull, avec UAE, avec ces formations-là. On est quand même sur une équipe qui n'est pas exceptionnelle, qui est assez moyenne, il faut bien le dire, autour de David Gaudu. Après, ça sera à lui de prendre ses responsabilités et d'obtenir des résultats du côté de David Gaudu. Mais encore une fois, un début de saison qui a été un peu handicapé avec notamment une fracture de la main au moment de Tirreno Adriatico. Et je pense que son programme a dû être modifié suite à ce problème-là. Donc ça a forcément joué un petit peu en sa défaveur à David Gaudu. Donc outsider pour le coureur français avec ces petits soucis-là. Du côté d'Ineos, oui, j'ai bien pas sauté une case. Je mets Thymen Arensman. Moi, j'ai bien aimé son Tour des Alpes à Arensman. Fin de course où il a été offensif, ce qui n'est pas habituel du côté du coureur néerlandais chez Ineos. Mais je trouve que ça a été très intéressant pour lui. Coureur qui commence à arriver à 25 ans. C'est vrai qu'il est là depuis des années, Arensman, mais il n'a que 25 ans. C'est un coureur sur lequel on a mis beaucoup d'attentes, notamment chez DSM, mais il n'a que 25 ans. Et il aura 26, mais qu'au mois de décembre. Donc cette année, c'est l'année de ses 25 ans. Moi, j'ai bien aimé son Tour des Alpes, notamment, bien entendu, son échappée à Aubert-Tillard, mais je dirais même l'étape du lendemain. Certes, il perd du temps, mais il arrive quand même à finir dans le top 10, alors qu'il avait mis beaucoup d'énergie la veille. Troisième de Paris-Nice, Arensman. Là aussi, ça a été un résultat très satisfaisant, notamment 7e sur l'étape de Nice, du côté du coureur néerlandais. Et puis, il s'en est bien sorti du côté de Oron. 4e également du Tour de la communauté de Valence en tout début de saison. Beaucoup de bons résultats du côté d'Arensman, mais sur les 2 dernières courses, Paris-Nice, Tour des Alpes, des résultats liés aussi aux mauvaises conditions climatiques. Mais sur le Tour d'Italie, il peut parfois faire très froid, donc ça peut être un avantage du côté du néerlandais. Pas mauvais sur le contre-la-montre, même si c'est pas forcément le meilleur dans ce domaine-là, il va pas se prendre une branlée du côté du contre-la-montre. Normalement, en montagne, il devrait s'en sortir. Le collectif Ineos, toujours là, toujours solide quand même, même si on a des coureurs peut-être un petit peu moins bons, mais on vient avec notamment Castroviejo, qui certes commence à vieillir un petit peu, Jonathan Castroviejo. On aura également Lucas Hamilton, Kim Hayduk qui progresse, même si ça me semble un petit peu léger. Tarling, ça reste un très bon élément pour notamment les 2 premières semaines et même en montagne. Ben Turner qu'on a beaucoup vu, les 2 Turner, que ce soit celui d'Ineos, celui de la Visma, on les a beaucoup vus depuis le début de saison, donc ça peut être intéressant pour lui. Et puis Brandon Riviera, moins convaincu par Brandon Riviera, et puis Lucas Hamilton, qui était un très bon équipier du côté de la Jayco Alula, donc je pense qu'il est capable de faire le job également du côté d'Ineos Grenadiers. Donc moi voilà, je pense qu'Arensman a les capacités de bien faire sur le Tour d'Italie. Il avait déjà fait une 7e place de tête sur le Tour d'Italie, donc c'est une course où il la connaît aussi, il a pas mal maintenant d'expérience sur cette épreuve, donc je pense qu'il est capable de tenir les 3 semaines de course sans trop de problèmes. Storer, du côté de la Tudor, pas Hirschi au départ. Ça a été la grande surprise, puisqu'on nous l'avait annoncé pendant très longtemps. Moi, j'avais dit Hirschi, vu le niveau qu'il avait sur les classiques ardennaises, je ne m'attendais pas à des merveilles derrière. Pas des merveilles, c'est clair et net. C'est marrant, sur ce Giro, on a les 2 coureurs qui ont obtenu les meilleurs résultats du côté de cette équipe. Storer, Zillard également, qui a été très bon. Et puis autour de tout ça, on met Marco Brenner, Krieger, Plumers, Stork, Yanis Voisard. Bon équipier Yanis Voisard, Larry Borbase. Là aussi, on est sur un élément qui était très bon également du côté de Decathlon AG2R. Storer, s'il arrive à avoir la forme qu'il avait sur le Tour des Alpes, il est dans le top 5. Storer. Ça, c'est clair et net.
que s'il obtient le résultat qu'il avait et l'état de forme qu'il avait sur le Tour des Alpes, il sera dans le top 5. La question est de savoir s'il peut tenir ce pic de forme aussi longtemps. Moi, j'ai l'impression qu'il était en très très grande forme sur le Tour des Alpes et qu'il risque d'être en difficulté sur la fin de Giro. Ça, c'est mon avis personnel. Mais s'il arrive à tenir la distance, Storer sera dans le top 5. Là, il n'y a pas de souci de ce côté-là, du côté du coureur australien. Donc ça va être la question qui va nous tenir en haleine pendant ces 3 semaines de course, à part si Storer est hors jeu bien plus tôt. Mais en gros, est-ce qu'il va tenir aussi longtemps? L'équipe n'est pas excellente autour de lui. En plus, il a un sprinter avec lui. Il faudra faire avec, mais en gros, Storer, dans les autres formations, il a rarement eu un grand collectif autour de lui. Donc, oui, ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. Michael Storer, mais bon, sur Paris-Nice, il a été bon. Le Tour des Alpes, il a été bon. Il semble en confiance. Il semble bien également dans cette équipe. On a l'impression qu'il se sent bien. Déjà l'an dernier sur le Tour d'Italie. Il a déjà été bon l'an dernier sur le Tour d'Italie. Il avait fait top 10. Moi, je me dis top 5, c'est faisable pour Michael Storer. Donc, ça sera, je pense, l'objectif du coureur australien en ce début de course. Du côté de la Visma, Leasebike, Simon Yates, comme d'habitude, j'ai envie de dire, même s'il a changé de crèmerie, Simon Yates, il est désormais chez Visma. On a l'impression quand même que le changement d'équipe a été un petit peu dur pour le moment je dirais pas à assumer, mais il a du mal un petit peu avec la Visma Leasebike. Après, il arrive dans une formation qui n'est pas non plus au meilleur de sa forme, avec notamment beaucoup de coureurs blessés sur les 2 dernières années. Même s'il n'est pas forcément au meilleur de sa forme, c'est pas non plus médiocre, catastrophique. 14e de Tirreno Adriatico, c'est très moyen, mais il fait 9e du Tour de Catalogne. Là, je dirais que c'est un petit peu mieux, notamment une dernière étape à Barcelone où il rentre dans le top 10 du côté du classement de cette journée. Il a très peu couru. Alors ça, on sait que c'est de la stratégie de la Visma Leasebike. Ça a toujours été une équipe qui vous fait extrêmement peu courir. Pour moi, ça reste un outsider parce que on sait que c'est un coureur qui est en capacité de bien faire. Toujours cette interrogation, s'il a un coup de mou ou pas. Le Tour de France il y a 2 ans, il n'avait pas eu de coup de mou. Mais c'est quand même un coureur qui a ce problème-là d'avoir des grosses craquantes où il peut perdre sur une étape 10 minutes, un quart d'heure. Autant vous dire que ça, c'est vraiment pas récupérable. Du côté de Simon Yates, il y a une équipe qui est quand même intéressante autour de lui. Là aussi, déjà, Wout van Aert, peut-être le meilleur équipier en montagne et bon, je pense qu'il aura encore la capacité d'être performant dans ce domaine-là. Eduardo Affini, on sait que c'est du très bon. Kelderman, Kruijswijk, Bart Lehman, là aussi c'est du costaud. Et vous avez Dylan Van Baarle, Olaf Koy, qui eux se concentreront plus sur les sprints. Mais ça peut être un outsider Simon Yates. En fait, dans cette équipe-là, j'ai envie de dire que même si, imaginons Simon Yates n'est pas au top, Bart Lehman peut faire le job. Et vous avez également toujours Kelderman et Kruijswijk qui sont en capacité de faire le job. Donc, même si, imaginons Simon Yates n'est pas au top, il y aura un outsider chez Visma. Il y aura un mec qui sera en capacité de rentrer dans le top 10 chez Visma parce qu'il y a Kelderman, parce qu'il y a Kruijswijk du côté de cette formation. Alors même si oui, encore une fois, on emmène un sprinter et un sprinter talentueux, Olaf Koy, on a la capacité de bien faire du côté de la Visma Leasebike. Donc moi je pense que ça peut être très intéressant du côté de cette formation. Et oui, je me dis, oui, pourquoi pas un bon résultat et ça pourrait vraiment relancer cette équipe qui, c'est vrai, depuis 1 an est un petit peu en difficulté. Depuis le Tour du Pays Basque 2024, c'est un petit peu compliqué pour la Visma Leasebike et surtout dans cette bagarre avec la UAE où la UAE a complètement pris le pas sur la Visma Leasebike. C'est peut-être même pour ça qu'on a décidé de récupérer Rabobank en sponsor et Skid. C'est autant vous dire qu'en ce moment, les résultats chez Visma Leasebike
par rapport à UAE sont en dessous. Donc on essaye peut-être de repartir la course à l'armement face à l'équipe émirati. Et pour cela, il a fallu prendre des sponsors supplémentaires. Mais il faudra voir ça hein, du côté de l'équipe néerlandaise. Mais Simon Yates, je me dis que ça peut être une bonne carte à jouer en sachant qu'il n'y a pas forcément une énorme opposition du côté de cette formation. Ça peut être pas mal pour lui. On poursuit avec Deredji. Toujours se méfier de Deredji. Deredji, le Tour d'Italie, c'est une belle histoire d'amour entre les deux. C'est là où il s'est révélé. C'est sur cette épreuve-là où il s'était révélé. Alors, il avait remporté en tout début de saison Grande Camino, mais sans opposition, hein, il faut bien le dire. 4e de Tirreno, 3e du Tour des Alpes. Ça a été du très solide du côté de Deredji. Après, il me manque un petit truc pour le mettre parmi les favoris. Voilà, très clairement. Il me manque un petit truc, mais il sera dans le top 10 Deredji normalement. S'il n'y a pas de problème, en plus l'équipe autour de lui est très intéressante. Hein. Il a rarement eu une équipe aussi solide avec Simon Clark, bon, toujours là, mais surtout Marco Frigo en très grande forme. On l'a vu sur le Tour des Alpes, vainqueur d'une étape. Il y a Hirt, toujours se méfier d'Arne Hirt, Hugo Hull, également le Québécois, Jakob Fuglsang, Nick Schulz. Ce sont des coureurs de talent, c'est un collectif quand même pas mal solide hein, autour de Deredji. On rajoute à ça Corbin Strong, qui est quand même un coureur qui a certes une bonne pointe de vitesse, mais qui grimpe très très bien. En gros, il a du extrêmement solide avec lui du côté d'Israël, première tech pour Deredji. Donc ça va être très intéressant à suivre, ce qu'il est capable de faire le Canadien sur cette épreuve. Est-ce qu'il sera en capacité de déloger le dernier Canadien vainqueur du Giro, c'était Ryder Hesjedal, ça doit remonter à plus de 10 ans. Ryder Hesjedal, c'était 2012, je crois, de tête, vainqueur du Giro. Ça sera la grande interrogation du côté Deredji. Moi, je pense qu'on peut raisonnablement dire qu'il sera dans le top 8. Ça, c'est, je pense, un Deredji à son niveau sera dans le top 8. Et puis, après, pourquoi pas mieux du côté du Canadien. Et vu le début de saison, on peut se dire un podium, c'est accessible, hein. Du côté du Canadien, pas mauvais en chrono, même si c'est pas forcément le meilleur dans ce domaine-là. Il n'y a pas vraiment de points faibles hein, du côté de Deredji, donc ça va être intéressant de voir ce qu'est capable de faire le Canadien, mais il faudra s'en méfier du côté des outsiders. Du côté de la Polti Visite Malta, eh bien je passe à Davide Piganzoli. Ça, c'est un peu une grosse carte, hein, une grosse cote, certains le diraient, Davide Piganzoli. Vous savez, c'est un coureur que j'apprécie, le coureur italien, jeune coureur italien, c'est la même génération que Giulio Pellizzari. Hein, on est sur des coureurs qui ont le même niveau. Alors, la différence, c'est que Pellizzari, qui ont le même âge, Pellizzari, lui, a trouvé une place en World Tour, ce qui n'est pas le cas encore de Piganzoli. Mais quand même, l'an dernier, il faut se rappeler, même s'il a été moins visible que son homologue italien qui est désormais du côté de la Red Bull Bora, c'est quand même un coureur qui a fini 13e à la régulière, je dirais, du Tour d'Italie. Moi, je me dis qu'un top 10 est accessible entre 8 et 12 du côté de Piganzoli. C'est accessible du côté du coureur italien et puis se dire pourquoi pas mieux du côté de Piganzoli. Mais c'est un coureur très talentueux. Je rappelle l'an dernier 3e du Giro dell'Emilia. Derrière, notamment, il y avait Pogacar ce jour-là, donc il avait été très performant, et Pidcock, donc autant vous dire sur ce type de terrain, il était tombé face peut-être au dos meilleur et il avait été battu au sprint par Pidcock, 9e du Tour de Luxembourg également l'an dernier parmi ses résultats. Puis en début de saison, 17e de Tirreno Adriatico, c'était un petit peu décevant, 2e de Grande Camino derrière Deredji et surtout 11e du dernier Tour des Alpes, 4e de l'étape de Sterzing, 8e à Obertillard. Voilà, il avait un peu plus souffert du côté de l'étape de Linz en Autriche le dernier jour où il a un peu souffert de l'enchaînement des conditions climatiques un peu rudes. Là, le coureur italien, allez, j'en fais ma grosse cote. Piganzoli,
dans 6e de la course. Allez, grosse cote du côté de Davide Piganzoli. Puis je termine avec un dernier outsider. Eh bien, c'est Antonio Tiberi. Normalement, on dirait Antonio Tiberi, oui. Il aurait même pu faire partie des favoris. Mais le Antonio Tiberi de 2025 n'est pas le Antonio Tiberi de 2024. Alors, il y aura une équipe de qualité, hein, quand même avec Bilbao Caruso, mais on part avec quand même pas mal de jeunes, que ça soit Zambanini, que ça soit Govekar, que ça soit Eulalio. C'est une équipe encore un petit peu jeune. Tiberi également est un coureur qui a encore moins de 25 ans aussi. Et puis un début de saison qui a été compliqué. Hors de forme, là aussi quelques pépins physiques du côté d'Antonio Tiberi, ce qui fait qu'on l'a assez peu vu, le coureur italien, et qu'on l'a surtout assez peu vu au top de sa forme. Donc il faudra voir comment ça va se passer, mais on sait que Tiberi sur le chrono, normalement ça tiendra la route. La question, ça sera en montagne, comment ça se passera pour l'Italien, comment il arrivera à s'en sortir. Mais avec Bilbao et Caruso à votre service, c'est quand même pas mal. Et puis, se méfier du Portugais Afonso Eulalio, certes qui est arrivé en World Tour cette année, mais qui est quand même un coureur avec un petit niveau intéressant. Et puis, on aura également Pasqualone du côté de cette formation. Donc, ça va être intéressant à suivre du côté de cette équipe. Donc, ouais, la Bahreïn Victorious. Pas forcément de grand leader numéro 1, mais une équipe quand même solide du côté de la formation de la Bahreïn Victorious. On passe désormais aux grosses surprises de ce Giro. Et certains vont me dire, les grosses surprises c'est quoi? Eh bien c'est les coureurs qu'on n'attend peut-être pas forcément à ce niveau-là, ou des coureurs qui n'ont peut-être pas forcément toujours eu de la réussite sur les grands tours, mais que j'aimerais bien voir obtenir un résultat, parce que là vous voyez le premier coureur dans cette liste, c'est Giulio Ciccone. Oui, mais l'histoire d'amour entre Giulio Ciccone et le classement général d'un grand tour, ça a rarement été ça du côté du coureur italien. C'est un coureur qui est super talentueux, c'est un coureur qui anime les courses, ça on est d'accord là-dessus. Il a même animé des Giro, notamment à l'époque où il était du côté de la Bardiani, mais le classement général est Giulio Ciccone. On a toujours eu l'impression qu'il y a une sorte de rendez-vous manqué. Il a parfois eu des bons résultats, mais là je me dis, cette année, quand on voit la liste de départ du Tour d'Italie, là encore, je parlais de Storer, je parlais de Gaudu, Ciccone, tu te dis, le top 5 est accessible. Le top 5 est accessible du côté de Giulio Ciccone. Je pense que les supporters italiens seraient très contents d'avoir un top 5 de Ciccone, parce que c'est un coureur qui est apprécié par les tifosi. Mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché du côté de Giulio Ciccone. Dans cet exercice-là, cet exercice du classement général, il a gagné des étapes, il a eu, en tant qu'animateur sur les grands tours, il y a eu des résultats, mais pas en tant que leader du classement général. Peut-être aussi parce que la première année où il a voulu jouer le classement général, grosse chute sur le Tour d'Italie, grosse chute sur la Vuelta. Donc ça a un peu modifié sa perception des choses. Aussi parce que pendant très longtemps, il l'a dit, il n'aime pas faire le classement général des grands tours. C'est pas forcément sa passion. Mais je pense que pour qu'il fasse un bon classement général, Giulio Ciccone, il faut qu'il anime la course. En fait, pendant très souvent, quand il a voulu jouer le classement général, il a couru un petit peu contre nature. C'est-à-dire, il faisait attention à chaque coup de pédale, il attaquait pas, il faisait très attention. Or, je pense que Giulio Ciccone, il n'est pas bon quand il fait ça. C'est pas l'exercice qu'il affectionne le plus. Et là, je me dis, oui, courir comme il le fait d'habitude, là, ça serait, je pense, positif du côté de Giulio Ciccone, et ça pourrait être très bon en termes de résultats. Et moi, voilà, c'est ce que j'attends du coureur italien, c'est qu'il soit animateur de la course, qu'il essaye de donner ce maximum dans ce genre de situation. Et je me dis que cette année, top 5 de Ciccone, ça peut être la bonne grosse surprise d'avoir par exemple Ciccone 4e, Storer 5e et un Gaudu 6, ça serait bien du côté du classement général de ce Tour d'Italie. Mais bon, entre les rêves et la réalité,
Parfois, il y a de grosses différences. On poursuit avec la Movistar. Là, vous me dites, t'es complètement fou de mettre la Movistar dans les grosses surprises. Mais bon, Rubio, pas un grand début de saison. Malgré tout, Rubio, ça reste un coureur voilà, de qualité. Là aussi, hein, le coureur de la Movistar, on connaît ses capacités sur 3 semaines. Le problème de Rubio actuellement, c'est le contre-la-montre. Mais avec 40 km de chrono, il va perdre 4-5 minutes. 7-8e, ça reste totalement viable et jouable du côté d'Ener Rubio. Et moi, je me dis, est-ce que la grosse surprise, ça serait pas Quintana? Quintana dans le top 10. Est-ce que ça serait pas ça la grosse surprise du prochain Tour d'Italie, d'avoir Quintana dans le top 10? Là aussi, on est sur une énorme carte, une énorme cote du côté de Quintana. Mais j'ai l'impression que sur 3 semaines, ça se passe mieux pour lui que sur des courses d'une semaine. Moi, j'avais bien aimé l'an dernier son travail d'équipier sur la Vuelta avec Enric Mas. J'avais trouvé qu'il avait été très bon dans ce rôle-là d'équipier et qu'il avait été intéressant sur 3 semaines. Alors, je me dis pourquoi pas Quintana si Rubio n'était pas exceptionnel, parce que c'est avec Rubio, on a une 4e place sur les championnats de Colombie et une 5e place sur Milan-Turin, mais que ça soit Tirreno, que ça soit l'UAE Tour, ça n'a pas été exceptionnel. Alors certes, sur l'UAE Tour, il faut se rappeler quand même qu'il avait eu une crevaison sur une des étapes de montagne juste avant le début de la montée, ce qui lui avait fait perdre beaucoup de temps. Mais ça, c'est quand même une interrogation. Ener Rubio, le niveau de forme qu'il a. Je me dis Quintana, pourquoi pas. Alors oui, les résultats sont pas forcément là depuis le début de saison du côté de Quintana. 19e du Tour de Catalogne et 6e du Tour de la région de Murcie comme meilleur résultat. Mais bon, Quintana, il est peut-être capable de nous surprendre. Et puis sur le Tour d'Italie, il y a toujours une ou deux grandes surprises sur cette épreuve. Quintana, grande surprise. Voilà, dernière année peut-être chez les pros pour Quintana, 35 ans. Lui qui est revenu chez Movistar l'an dernier, contrat qui s'arrête à la fin de la saison. Ça pourrait être peut-être la surprise de ce Tour d'Italie. Donc voilà, la Movistar dans les grosses surprises à voir du côté de cette formation. Astana, Fortunato du côté de cette équipe. Là aussi, on a une belle équipe avec Diego Ulissi, avec Nicola Conci, mais Fortunato, ça me semble le meilleur élément en haute montagne. Et puis, avec quand même une belle équipe, Scaroni. Bon, certes, depuis qu'il s'est fait la clavicule, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Woodpulse, bon sur le Tour de Turquie, où Astana a caracolé au niveau des points. On a également Anton Kousmin et Ulissi, Fortunato. Ça peut être intéressant du côté de cette formation. Donc, voir ce que ça peut donner autour de Fortunato. Là aussi, le contre-la-montre. Bon, Fortunato, sur 40 bornes, il va perdre 5 minutes. Mais 5 minutes, quand on voit la liste de départ, c'est pas irrémédiable. Je pense que aller dans les échappées, ça peut vous permettre de revenir. Puis quand on voit la dynamique de la Astana depuis le début de saison, de la XDS Astana, il y a quand même une dynamique qui est impressionnante depuis le début de saison. Alors pourquoi ça s'arrêterait en si bon chemin? Voilà, du côté de cette formation, ça pourrait continuer. La Décathlon, ça avait continué jusqu'en juin l'an dernier. On a dit qu'Astana, ça peut continuer. Et puis, en plus, là maintenant, ils ont récupéré Picnic, je crois, en termes de points. Ils sont peut-être passés devant Picnic ou ils sont au niveau de Picnic. Qui aura peut-être l'envie d'aller marquer des gros points sur cette épreuve. Et puis, c'est pas sur les sprints qui vont être vraiment excellents, Astana. Donc, il va falloir s'en sortir en haute montagne. Et c'est là où Fortunato peut peut-être s'en sortir. Et puis, pourquoi pas des échappées pour Diego Ulissi sur cette épreuve. Je vous remets encore la Red Bull Bora-Hansgrohe parce que parmi les grosses surprises, Martinez et Pellizzari, si Roglic se plantait énormément, eh bien ça peut être des secondes cartes qui peuvent être extrêmement bonnes. Et puis même si Roglic gagnait, par exemple le Giro, ou faisait un très bon Giro, eh bien Martinez et Pellizzari peuvent également rentrer dans le top 10. On l'a déjà vu, Martinez l'a déjà fait même, en étant équipier d'Egan Bernal une année. Donc ça peut être intéressant à suivre du côté de la Red Bull Bora-Hansgrohe.
Et puis, on passe désormais à une avant-dernière surprise, c'est Bernal. Oui, parce que pour moi, ça serait une surprise de voir Bernal, même 12e ou 13e du général aujourd'hui. Parce que on s'aperçoit que sur allez, 3-4 journées de compétition, il arrive à s'en sortir, à Egan Bernal. Mais jusqu'à maintenant, sur les épreuves de 3 semaines, depuis sa blessure, hein, depuis ses gros problèmes physiques, sa collision avec ce bus, on voit que c'est beaucoup plus compliqué pour lui d'enchaîner les performances. Et c'est là où ça va être la grande interrogation du côté d'Egan Bernal. Est-ce qu'il est en capacité d'enchaîner les résultats, d'enchaîner les performances? On sait qu'il a fait une préparation vraiment très spécifique pour ce Giro, qu'il est très motivé par ce Giro, le coureur colombien. Mais l'interrogation est de savoir est-ce qu'il va tenir 2 ou 3 jours au top et quel sera son rôle par rapport à Rensman. Moi, je vois Rensman plus leader que Bernal, mais le numéro 1, c'est Bernal. Donc, ça sera l'interrogation du côté de cette formation. Et puis Thomas Pidcock, il a son grand tour avec Q36.5 et il fera même le doublé normalement avec le Tour d'Espagne. Il le dit depuis 2-3 ans, je veux jouer les classements généraux des grands tours. Ça fait au moins depuis 2 ans qu'il le dit. Là maintenant, il va falloir le montrer du côté de Thomas Pidcock. S'il a la forme du Alula Tour, ça va être intéressant. Par contre, s'il a la forme qu'il avait sur les classiques ardennaises, là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour le coureur britannique. Donc, ça sera l'objectif. Voilà, du côté de Thomas Pidcock, avec Asparen, avec Vedder. De toute façon, on a mis Domen Lawson, on a mis la meilleure équipe au départ. Au niveau de la montagne, on ne pouvait pas faire mieux du côté de la Q36.5 par rapport à l'effectif que l'on avait. Donc, ça va être intéressant de voir ce qu'est en capacité de faire Thomas Pidcock sur cette épreuve. On poursuit avec les hommes invisibles. Vous savez, ces coureurs où j'y crois pas vraiment pour le classement général. Bon, on va commencer avec Luis Meintjes. Oui, autant il y a 4-5 ans, Luis Meintjes arrivait à être performant sur ce type d'épreuve, autant ça fait quand même depuis quelques temps que le Sud-Africain est un petit peu aux abonnés absents. Et j'ai peur que ça soit compliqué pour lui sur ces 3 semaines de compétition. À la régulière, ça le fera pas. Et puis même si, imaginons, il prend une échappée, j'ai l'impression qu'il y a meilleur que lui aujourd'hui. Et qu'il y a beaucoup de coureurs qui sont meilleurs que lui. Donc malheureusement, j'ai peur que ça soit compliqué pour lui, Meintjes. Ou Meintjes, je ne sais jamais comment on doit le dire. De toute façon, je pense qu'il y a une prononciation presque à la néerlandaise du côté du coureur sud-africain. Et puis l'équipe autour de lui, elle reste assez faible. Et je pense qu'on aura beaucoup de monde dans les échappées du côté de l'Intermarché, notamment en montagne. La pique-nique, j'ai peur que ça soit compliqué pour Romain Bardet. Comment vous dire on a vu sur le Tour des Alpes, j'avais l'impression qu'il en manquait. Son programme a quand même été énormément chamboulé avec ses problèmes d'épaule suite à cette chute sur le Tour de l'Algarve. J'ai peur que ça soit compliqué pour le Français. Pour le classement général, il arrivera, je pense, à aller chercher, pourquoi pas des échappées. Allez, les étapes, là, ça sera autre chose, mais des échappées, il est en capacité de le faire. Par contre, le général, j'ai peur qu'il soit trop léger par rapport aux adversaires que l'on voit au départ. Et Max Poole, ça me semble aussi un peu trop tendre pour le moment du côté du coureur britannique. Il doit encore progresser un petit peu, Max Poole, pour être performant, je pense, sur les courses de 3 semaines. Chris Harper. On a Zana aussi du côté de cette formation. Jaiko Alula. Zana, on l'a assez peu vu depuis le début de saison. Harper aussi. J'ai peur que là aussi, ça soit un petit peu compliqué pour ces deux coureurs-là. Faudra suivre quand même, par contre, Davide De Preto, le jeune coureur italien, lui qui est très intéressant. Engelert également, l'allemand. Mais j'ai peur que là, du côté de Chris Harper ou de Filippo Zana, ça soit un petit peu trop dur sur cette épreuve. Et puis, on passe maintenant aux équipes qui n'ont pas de coureurs pour le classement général. C'est le cas de la Alpecin de Koninck. On est tourné vers le sprint. Quinton Hermans, là, du côté du classement général, c'est pas viable, très clairement. Il n'y a pas de Vergalito du côté de cette formation. Donc, on jouera les sprints avec Caden Groves. Arkea, là aussi,
On emmène une équipe extrêmement jeune en plus avec Épice, avec Gauzier, Épice, Alessandro Verret, Ambret Svestad Bartseng, alors qui est un jeune coureur très intéressant comme Martin Ciotta, mais ils sont dans leur première année en World Tour, donc ça risque d'être compliqué pour ces concurrents-là. Et puis Lorenz Heuss, elle avait fait un bon Tour d'Italie, Ron Lorenz Heuss, mais pour le général, ça me semble un petit peu trop léger du côté d'Arkea. Cofidis, là aussi, on n'a pas vraiment de coureur pour le général. Du côté des coureurs espagnols, on n'a pas Herrada, on n'a pas Yannis Aguirre du côté de cette formation. Donc on va miser les sprints. Après, je trouve que c'est une bonne idée de miser les sprints avec Milan Fretin. Parce que lui confier les clés du camion, c'est pas une mauvaise idée. Décathlon à G2R, là aussi, ça va être compliqué. On a Geoffrey Bouchard et Prodhomme, mais on sait très bien qu'à la régulière, ils ne pourront pas jouer le classement général. On misera plutôt sur les sprints avec Sam Bennett et les échappés, je pense, avec Bouchard et Prodhomme et Vendramé également du côté de cette formation. Et puis la Bardiani, oui, il y a Pinarello, peut-être. Mais là, sur le papier, je vois pas un coureur vraiment réussir à jouer le classement général. Je pense qu'on jouera plus les échappés du côté de cette formation. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production, notamment la présentation des sprinters. Et puis dès demain, la présentation de la première étape. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.